mal son nom. Ça vous a peut-être semblé plutôt carré en arrivant, n'est-ce pas? Et en vérité, sa forme est plutôt celle d'un U ou d'un fer à cheval. Et oui, nous sommes dans une tour de défense de la fin du XVe siècle. Et d'ailleurs, nous voici dans la salle des gardes de cette tour. Elle est dotée de 3 belles chambres de tir que vous pouvez voir ici, là ou encore ici. Chambre de tir agrémentée de canonnières et disposée devant celle-ci des canons que l'on utilisait pendant la guerre de 100 ans et que l'on appelle des coulerines. Attention, ce sont des reproductions de coulerines. Ici, point de cachot, ce ne sont pas des oubliettes, on n'y enfermait personne, c'est un magasin qui permettait donc à nos gardes d'entreposer de la nourriture, des armes ou encore, bien sûr, de la poudre à canon. Et ici, vous avez le portrait du plus célèbre seigneur de Tiffauges, Gilles de Rais. Peut-être en avez déjà entendu parler. En bien, en mal, non, pas du tout. Écoutez, je vous propose de vous raconter la vie de l'époque. Ici, il faut voir dans le second temps les liens qui pas avec les personnages de contes barbelés. Gilles de Rais est né il y a bien longtemps, au beau milieu de la guerre de 100 ans en 1404, pour être précis, au château de Chambly. Il est issu de grande lignée du royaume, mais Montmorency Laval par son père et de Cran par sa mère Marie. Naturellement, le petit n'a que 11 ans quand il est orphelin. Son père est tué à la chasse par un sanglier et quelques mois plus tard, c'est sa maman qui disparaît. Alors, c'est son grand-père qui va s'en occuper. Celui-ci se nomme Jean de Cran, un seigneur très riche et très cultivé qui va tout faire pour apprendre à Gilles à devenir un véritable chevalier. Comment monter à cheval ou comment se battre avec une épée. Mais aussi la connaissance des arts, des lettres, des sciences ou encore des mathématiques. Cependant, si Jean de Cran est un grand seigneur, il a aussi de bien traits de caractère qui va s'empresser de transmettre à ses petits-fils. Jean de Cran, que l'on surnomme à l'époque le vieux sire, c'est un homme violent, sans renivellement. Quelqu'un qui privilégie la malveillance au détriment du roi. Importune sans cesse. D'ailleurs, à peine un an après avoir reçu Gilles, il a donc que 12 ans. Il va s'empresser de les marier à des richesses. Il tombe d'abord à une jeune fille normande du nom de Jeanne Pénélope, qui dit que c'est de son père. Par contre, à son début, c'est jeune, il se nommait très jeune, mais très riche. Jean de Cran pensait que le mariage se ferait facilement, rapidement, mais sans compter sur les Anglais, qui mettent la main sur leur main. Il est donc contraint de se tourner vers une autre grande famille de l'Ouest, qui vit plus au sud, un peu plus. Et toi, le seigneur du soir, il n'est pas de ce mariage. Et il connaît la mauvaise réputation de Jean de Cran. C'est son petit-fils, d'ailleurs, Jean. Et il va devenir enlever sa fille Catherine pour l'épouser en cachette alors que son père est parti à la guerre. Mais quand celui-ci revient, il est furieux. Il va voir l'évêque d'Angers et fait annuler le mariage. Et oui, car après tout, Gilles et Catherine sont cousins. Mais c'est sans compter sur Jean de Cran qui va parvenir à obtenir le seul sésame permettant de surmonter cela en obtenant une dispense pontificale. Et un nouveau mariage sera donc célébré en grande pompe, cette fois-ci avec de nombreux invités. Mariage qui sera d'ailleurs célébré par le même évêque qui l'avait préalablement annulé. Bien, vous avez bien compris que Gilles n'a pas épousé Catherine pour ses jolis yeux. Comme le veut une bien belle coutume du Moyen-Âge, aujourd'hui révolue, Catherine apporte une dot conséquente à son époux. Outre des terres et de l'argent, elle va lui donner non pas d'une, mais 4 puissantes forteresses, parmi lesquelles Confolens et Chabanais, en Sud-Poitou, Pouzauges, dans le bocage vendéen, mais bien sûr aussi Tiffauges, le château où nous sommes aujourd'hui. Grâce à l'héritage que Gilles avait reçu de ses parents, c'était déjà un puissant seigneur. Mais là, grâce à toutes les terres et toutes les forteresses que lui apporte son épouse, il arrive à la tête d'une fortune colossale, car
Il a des terres en Poitou, certes, mais aussi en Guyenne, en Touraine, dans le Maine, en Anjou, en Normandie et en Bretagne. C'est d'ailleurs la baronnie de Ray, située au sud de la Loire, entre Nantes et l'océan, qui lui donnera son nom de Gilles de Ray. Gilles avait même une armée personnelle de 250 soldats, qu'il armait et équipait sur ses propres deniers. On sait que la valeur de l'équipement d'un seul homme d'armes était égale, à l'époque, à la valeur d'un troupeau d'une trentaine de vaches. Bon, je vous laisse faire le calcul, mais cela illustre bien sa richesse et sa puissance militaire. Et ça tombe bien, car nous voici en 1422. Gilles vient tout juste d'avoir 18 ans et il va se décider à entamer cette carrière militaire. Alors à l'époque, je rappelle que nous sommes en pleine guerre de 100 ans et que les occasions de s'illustrer face aux Anglais ne manquaient pas. Il va tout naturellement choisir de se battre pour le dauphin de France, le futur roi Charles VII, où on le remarquera pour son courage et pour son audace. C'est son cousin, Georges de la Trémouille, qui l'introduit alors à la cour, où, auréolé de gloire, grâce à ses victoires faites sur les Anglais, marié à une riche famille et menant un train de vie fastueux, il fera forte impression. C'est à la cour, à Chinon, le 6 mars 1429, que Gilles va faire la connaissance d'une petite bergère, venue de l'est de la France, d'un petit village qui s'appelle Domrémy. Vous l'avez reconnu? C'est Jeanne d'Arc. Eh bien, celle-ci va se présenter devant son gentil dauphin, comme elle l'appelle, afin de l'encourager à bouter les Anglais hors du royaume. Bouter, chasser. Dès lors, Gilles sera aux côtés de Jeanne, ensemble ils vont remporter de nombreuses victoires, combattant côte à côte, mais celle que l'histoire retiendra, c'est la libération d'Orléans, alors attaquée par les Anglais. La route de Reims et du Sacre est à présent libérée, et le dauphin, pour récompenser Gilles de sa bravoure, va lui faire 3 honneurs très importants. Tout d'abord, il va lui confier une charge de maréchal de France. C'est un peu comme le premier chevalier du royaume, si vous voulez. C'est une fonction militaire très importante. C'est une charge qu'on lui confie alors qu'il n'a que 25 ans, ce qui en fait toujours aujourd'hui le plus jeune maréchal de l'histoire de France. Deuxième honneur, un petit peu plus compliqué. À Reims, pour son sacre, le roi va confier à Gilles la tâche d'apporter, d'acheminer, depuis l'abbaye de Saint-Rémy, la Sainte-Ampoule. La Sainte-Ampoule, c'est une petite fiole qui contient une huile sainte que l'on appelle le Saint-Crème. Avec ceci, le roi reçoit les sacrements, il reçoit les onctions sur le front ou sur le torse, par exemple, et c'est ce qui lui donne sa légitimité divine. On comprend bien que sans cette Sainte-Ampoule, pas de sacre. Et que si l'on confie à Gilles la tâche d'apporter et de protéger cette sainte ampoule, c'est qu'on a extraordinairement confiance en lui. Enfin, troisième honneur, eh bien, le roi autorise Gilles à arborer sur son blason les couleurs royales. Nous avons ici, le blason de Gilles de Rais. Jaune, avec une croix noire. On peut aussi le décrire plus joliment en termes héraldiques, d'or à la croix de sable. Et bien le roi, a ajouté là-dessus, pour le magique, un semé de fleurs de lys sur fond d'azur, les couleurs du roi de France. Ça, c'est un privilège qui est accordé à très peu de personnes dans l'histoire de France. Gilles est l'un des rares, avec Jeanne d'Arc d'ailleurs, à avoir eu ce privilège. Vous comprenez bien. Il est donc au sommet de sa gloire. Mais malheureusement, cela ne va pas durer. Et oui, car son cousin, Georges de la Trémouille, qu'il avait introduit à la cour, et qui était jusque-là très influent auprès du roi, une sorte de ministre, si vous voulez, tombe en disgrâce. Il doit quitter la cour, et avec lui tous ses amis et tous ses vassaux. Naturellement, Gilles, qui lui avait juré fidélité, contraint, lui aussi, de quitter la cour et de rentrer sur cette terre. Eh bien, que va-t-il faire de retour sur cette terre?
chassé de l'armée, il ne combat plus. En fait, il va très vite s'ennuyer et regretter le temps où il était un grand du royaume, quelqu'un qui comptait. Alors, il a une idée. Ayant participé à la célèbre victoire d'Orléans, ayant participé à ouvrir la route de Reims pour que le roi puisse être sacré, eh bien, il va tout simplement faire en sorte de rappeler à celui-ci ce qu'il lui doit, afin d'être rappelé à une nouvelle fonction. Et pour cela, il ne va pas lésiner sur les moyens. Gilles va faire écrire une pièce de théâtre intitulée Le mystère d'Orléans, qui va faire jouer Orléans d'ailleurs sur le site de ses exploits, par une troupe de 150 comédiens, dont lui-même dans son propre rôle. C'est une reconstitution théâtrale grandiose qu'il va faire jouer pendant une année sur une scène dotée de 5 étages. Il raconte en fait comment est-ce que lui et Jeanne d'Arc sont parvenus à libérer la ville des Anglais. Il se veut généreux, dépensant sans compter, entretenant et nourrissant ses comédiens pour de la vaisselle d'or, abreuvant son public et à la fin de chaque représentation, donnant tous les costumes ayant servi au pauvre. Et bien voilà, toutes ces dépenses, tous ces gaspillages ont mené Gilles à la ruine. Et pour rien en plus, puisque le roi ne le rappelle pas auprès de lui. Alors, de retour sur ses terres, à Tifauge, au bord du gouffre, Gilles va se décider à reconstituer sa fortune. Attention, pas par le moyen le plus simple, non, grâce à l'alchimie. Alors, je ne suis pas un expert en la matière, mais l'alchimie était une science très à la mode au Moyen-Âge et qui, outre l'élaboration d'élixirs magiques, s'attaquait à la découverte d'une pierre magique que l'on appelait la pierre philosophale. On dit de cette pierre qu'elle a le pouvoir de transformer les métaux vils en or. Vous comprenez que cela puisse intéresser Gilles, même si cela peut me paraître un petit peu idiot aujourd'hui. Sachez que lui, il y croyait dur comme fer. D'ailleurs, il fit venir d'Italie et de la cour des Médicis un alchimiste réputé, Francesco Prelati. Il l'installa dans son château et attendit. Cependant, devant le manque de résultats probants, Gilles s'énerve. Il veut son or. Alors, l'alchimiste lui suggère de se tourner plutôt vers la magie noire, ce qui n'est pas très loin de la sorcellerie, me direz-vous. On invoque des démons, on sacrifie des tourterelles. Vous vous en doutez, cela ne fait pas apparaître davantage d'or. Gilles est furieux. Alors, Prelati, mal à l'aise face à l'inquiétante impatience de son maître, trouve une parade. Il dit à ce dernier qu'en réalité, si les démons de la magie n'exaucent pas ses désirs, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de simples sacrifices d'animaux, non? Il faut des sacrifices plus importants, des sacrifices humains. Et tant qu'à sacrifier des humains, autant sacrifier ceux qui ont l'âme la plus pure, ceux qui valent d'être sacrifiés, les enfants. Alors je vous laisse une petite parenthèse. Il va sans dire que si Gilles s'adonne à ces pratiques peu catholiques, c'est qu'il est atteint d'une forme de perversion. Donc je tairai le nom par égard aux jeunes oreilles ici présentes, mais que les adultes que vous êtes sont capables de comprendre, sans que je m'étende davantage sur le sujet. Quoi qu'il en soit, Gilles va faire disparaître des dizaines d'enfants autour de ses châteaux. Tout cela pour de l'or. De l'or dont il ne verra jamais la couleur. Finalement, reculé par son manque d'argent, il se décide néanmoins à vendre l'une de ses terres, la seigneurie de Saint-Étienne de Mer-Morte, située juste à côté de son puissant château de Machecoul. Il la vend au frère du trésorier du duc de Bretagne, Guillaume le Féron, qui installe son autre frère, Jean, qui est prêtre. Seulement, Gilles n'est pas satisfait de cette vente. Eh non. Non, parce que lui, il veut bien l'argent de la vente, mais il veut aussi conserver l'objet de la vente. Et je vous rappelle qu'il a été élevé par son grand-père, et que toutes ces filouteries, ces brigandages, ça le connaît. D'ailleurs, il va monter une petite expédition avec ses soldats et attaquer la paroisse. Il entre les armes à la main dans l'église et emprisonne le prêtre. L'idée, il veut tout simplement échanger le prêtre contre sa seigneurie. Mais cette fois-ci, il dépasse les bornes. C'est l'acte irréparable. Car, regarde dans les mains, il vient de commettre 3 erreurs importantes. Tout d'abord, il commet un crime très grave au Moyen-Âge,
le crime envers Dieu, le sacrilège. Je vous rappelle qu'il est entré que les armes à la main dans une église et pendant la messe, qui plus est. De plus, il a mécontenté l'évêque de Nantes en s'attaquant à l'un de ses prêtres, mais aussi, par la même occasion, le duc de Bretagne en s'attaquant au frère de son trésorier. D'ailleurs, le duc dépêche immédiatement son armée, qui est rejointe par l'armée royale, auquel l'évêque de Nantes avait fait appel. Le château de Mâcon est pris. L'otage est libéré. Et Gilles de Rais, appréhendé, est emmené à Nantes pour y répondre de ses délits. Et oui, car, attention, ce n'est pas pour ce crime que Gilles a été arrêté. C'est pour l'affaire de Saint-Étienne de Mermorte. Mais, une fois sous les verrous, il ne fait plus peur. Les langues vont se délier et sa cruauté éclatait au grand jour. De nombreux témoignages d'accusent. Ces crimes, à donner la chair de poule, vont être jugés par 2 cours de justice, une cour ecclésiastique et une cour laïque, car on estime que Gilles aurait fait disparaître au moins 140 enfants en 5 ans. Malgré cela, il est très catholique, il craint l'excommunication et veut être inhumé chrétiennement. On lui propose donc d'exaucer ses vœux en échange de ses aveux complets, ce qu'il accepte. Condamné le 25 octobre 1440 à seulement 36 ans, Gilles sera pendu le lendemain et sa dépouille brûlée. Du moins parti, car pour respecter ses vœux, le corps sera retiré du brasier pour être solennellement inhumé dans la petite église de Notre-Dame-des-Carmes, l'église aujourd'hui disparue. Ainsi s'acheva la vie de Gilles de Laval, le terrible baron de Rais, le maréchal de France, que certains devront voir derrière le fabuleux Barbelé. Est-ce que vous avez des questions? Je vous sens un petit peu scotché là. Ça fait souvent cet effet-là. Ça ne laisse pas indifférent. C'est bien réel. Pardon? C'est bien réel. Non, ça, ce n'est pas bien pour cette histoire. Alors, est-ce que c'est pourquoi est-ce que Gilles de Rais est surnommé? Non. On a expliqué que Gilles de Rais a été surnommé ainsi en raison de sa barbe. D'autant qu'au Moyen-Âge, on ne se teint pas. On a donc supposé qu'il aurait peut-être une barbe tellement noire et tellement fournie qu'elle en aurait été Comme le plumage de certains oiseaux. Seulement, eh bien, nous n'avons aucune description de Gilles de Rais, aucun portrait de lui. Attention, ce portrait-ci a été fait bien après la mort de Gilles de Rais, au XIXe siècle, afin d'orner la galerie des maréchaux au château de Versailles. Ceci est donc un portrait complètement imaginaire. En vérité, on ne sait pas du tout à quoi est-ce que ressemblait Gilles de Rais. Est-ce qu'il était blond ou chauve, ou même est-ce qu'il avait une barbe fut-elle noire? L'histoire ne nous dit pas. De plus, la nature des crimes entre le personnage de Charles Perrault est assez différente. Encore une fois, Barbelé tuait ses femmes, alors que Gilles de Rais tuait principalement des enfants. En fait, on pense que Charles Perrault ne s'est pas inspiré de Gilles de Rais pour les faire enfants. On pense qu'il s'est inspiré d'un autre personnage historique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je veux parler du roi Henri VIII d'Angleterre. Lui a tué notamment 2 de ses femmes, Catherine Loire et Anne Boleyn, qui cependant avait une barbe rousse. Bon, donc il y a eu une confusion entre le personnage d'Henri VIII, Barbe Bleue et Gilles de Rais, qui fait qu'aujourd'hui, Depuis le XIXe siècle, Gilles de Rais est surnommé Barbe. Des questions? Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous laisse ouvrir la porte et vous laissez aller. Fais gaffe, avec toi. On va où? Normalement, maintenant, c'est là. Avec des armes, je pense.
avant moi. Imagine, on Tu vois, ça va être ici maintenant. c'est pas grave. Si on n'a pas de faire. On croit que ça va. On arrive à... Je vais me cacher. Donne-moi ça parce que... Bienvenue dans la tour du vidame. Vous êtes ici dans la salle d'armes du château de Tiffauges. Alors, vous avez vu une salle voûtée. Et donc, forcément, l'acoustique qui est plutôt bonne. Et ça va être un peu dommage pour nous. On va essayer de faire pas trop de bruit pour écouter ce que je vais dire. Puisque, qui dit salle d'armes, dit forcément la présence de ces étranges instruments derrière, que l'on va voir ensemble. Puisqu'on va parler de la guerre au Moyen-Âge. Alors, j'imagine que vous avez tous des connaissances sur cette période, vous connaissez tout par cœur. Oui. Bon, déjà, on va commencer simple. Vous voyez qui sont les chevaliers? Oui. Ok, jusqu'ici tout va bien. Eh bien, sachez que les chevaliers, ils ne composent pas la majorité des corps d'armée du Moyen-Âge. Hein, c'est vraiment un corps d'élite. Puisqu'à l'époque, la majorité des combattants est composée de ce qu'on appelle la piétaille. La piétaille, est-ce que vous avez déjà entendu ça, ce mot? Ah ben la piétaille. Anna, tu reviens là. Tout à fait. La piétaille, ce sont les soldats à pied. Alors, quand un seigneur veut faire la guerre, au Moyen-Âge, il va réquisitionner tous les hommes de son comté à partir d'un certain âge pour faire la guerre à son compte. Et souvent, ces gens-là, ils n'ont pas d'expérience militaire. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des petites gens. Des paysans, des artisans, des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de sous et qui, en plus de ça, doivent ramener leur propre équipement. Sauf que quand on est un paysan, ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main pour en faire des armes. C'est alors que cette piétaille va utiliser ses propres outils agricoles pour en faire des armes. Et ça va donner les armes d'Ast. Vous avez tous fait du latin, j'imagine? Non. Comment ça? Vous n'avez pas fait de latin? Alors, vous savez pas ce que ça veut dire Ast? Non. Eh bien, regardez. Ast, ça désigne notamment cette arme-là. La lance. La lance, tout à fait. La lance, et oui, les armes d'Ast sont composées en général d'un long manche en bois surmonté d'une partie métallique qui va être piquante ou tranchante. Et oui. Alors, ces armes sont efficaces en première ligne, hein, puisqu'on va faire un mur de pique, comme celui-ci. Le but, ça va être d'empêcher les charges de cavalerie. Hein. Alors, un mur de pique comme celui-ci, hein, quand le cheval arrive au grand galop,
soit il s'arrête, ou soit il s'arrête pas, mais avec une lance comme celle-ci, on va être obligé de l'arrêter. Hein. Alors le problème, c'est que quand on est un soldat de la piétaille, hein, en première ligne, c'est que notre espérance de vie, elle va être très limitée. Hein. Et oui, en première ligne, on va prendre la charge en plein front. Hein. Et donc, cette piétaille, c'est un peu la chair à canon, la chair à pâté. Hein. Les grands seigneurs n'ont pas trop de considération pour leur vie. Hein. Alors la lance, c'est aussi l'arme utilisée par ceux qu'on appelle les gens d'armes. En 2 mots, et c'est d'ailleurs ce qui a donné le mot gendarme que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les gardes des cités. Leur but avec cette arme, c'est de se mettre à l'entrée des portes pour pouvoir barrer l'accès à ceux qui ne sont pas autorisés. C'est aussi très pratique à l'intérieur des villes, puisqu'il arrive souvent que la populace se révolte. Et donc avec cette arme, on va pouvoir tenir à distance, eh bien, la populace, si jamais elle voulait se révolter, hein, vous voyez. Alors, la lance, hein, faut pas croire qu'on l'a inventée au Moyen-Âge. On la connaît depuis la préhistoire. Hein. Mais par contre, on va trouver d'autres armes typiques de cette période. Regardez par ici. On va retrouver dans les armes d'Ast celle-ci qui est très utilisée au Moyen-Âge, hein, qu'on appelle la vouge. C'est en fait un soc de charrue que l'on a rendu tranchant et piquant. Vous voyez ce que c'est une charrue au Moyen-Âge? Pour retourner la terre à l'aide de chevaux ou de bœufs. On va aussi trouver celle-ci. Moi j'imagine que vous la reconnaissez celle-là. Ah oui. Ça s'appelle comment? Une faux. Une faux qui sert à couper, à faucher le blé. Et dans cette faux, en la mettant ainsi, vous avez une arme. Et d'ailleurs, petite anecdote, sachez que cette arme a été utilisée pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, dans la région d'ailleurs, pendant les fameuses guerres de Vendée. Vous en avez entendu parler peut-être? Oui. Eh bien, c'était l'arme emblématique de nos contre-révolutionnaires vendéens, ou de ceux qu'on appelait au Nord-Loire les Chouans. Les Chouans, ça vous parle peut-être un peu plus. Alors, revenons au Moyen-Âge. Sachez qu'à un moment donné, quand les armées se rencontrent, hein, on arrive au choc frontal. Et là, on va changer de catégorie d'armes. On va utiliser ce qu'on appelle des armes de corps à corps, qui vont elles aussi être tirées d'outils agricoles. Alors, on va commencer par la plus simple. La hache, tout à fait. La hache, c'est pareil, hein, on la connaît depuis très longtemps, depuis la préhistoire. Hein. Je vous l'apprends pas, j'imagine que vous savez tous à quoi sert une hache. À couper du bois, à l'origine. Et d'ailleurs, sur un champ de bataille, ça va être très pratique parce que si elle sert à couper du bois, regardez ce qu'on va trouver. Des boucliers faits de bois. Alors avec une hache, on va pouvoir ainsi fendre les boucliers pour atteindre eh bien, les combattants qui se cacheraient derrière. Sachez que la hache aussi, c'était l'arme préférée de certains peuples du Nord, que vous connaissez forcément. Les Vikings, tout à fait. Les Vikings, ou comme on aime les appeler au Moyen-Âge, hein, les Normands. Les Normands utilisaient notamment des haches à double tranchant qu'on utilisait à 2 mains, qui faisaient de terribles dégâts dans les armées. Hein. Peut-être que vous avez aussi entendu parler des Francs. Oui. Alors non, pas les pièces, hein. Non, on ne parle pas des sous. Là, on parle du peuple. Eh oui, les Francs qui sont un peuple qui a peuplé la France il y a très longtemps, hein, utilisaient ce qu'on appelle des francisques, des haches qu'on pouvait lancer directement. Hein. Ah oui, c'est À côté de ça, on va trouver des armes encore plus étranges. Regardez. Ceci n'est pas un nunchaku, si vous pensez à ça. Non. C'est une arme qui est purement d'Europe occidentale. Comment, vous savez peut-être son nom? L'outil à l'origine. Alors, non, ça s'appelle pas comme ça. Oui, madame. Un fléau. Un fléau, tout à fait. C'est un fléau. À l'origine, le fléau, il servait à battre le blé. Vous en avez peut-être déjà vu dans la maison de vos arrière-grands-parents. Hein. C'est une partie en bois ici qu'on trouvait afin de séparer le grain des épis. Sauf qu'au Moyen-Âge, on s'est rendu compte qu'en changeant cette partie en bois par une chaîne avec un solide morceau de métal, eh ben, ça faisait beaucoup plus de dégâts. Hein. Le fléau, c'est avant tout une arme psychologique. Vous savez ce que c'est une arme psychologique? Pas tellement. En fait, l'arme psychologique, c'est une arme qui sert à faire peur! Comme ceci. Vous voyez, pour la manipuler, il faut faire de très grands gestes. Le but de la faire tournoyer comme ceci, afin qu'elle gagne en vitesse. On va chercher surtout à atteindre les avant-bras ou la tête des ennemis derrière leur bouclier. Vous voyez qu'elle était pratique pour ça. Le problème, eh ben, c'est qu'il faut beaucoup de place pour la manipuler. Et quand on est dans une bataille rangée, on peut très vite se retrouver avec un coup de fléau dans sa propre figure ou sur celle de nos camarades. Hein. Donc autant dire que ça peut être très problématique. Bon, j'imagine aussi que vous avez tous vu des films sur le Moyen-Âge, lu des histoires. Vous avez peut-être vu ce genre d'arme avec une grosse boule et des pics.
Ça vous parle? Eh ben, c'est pas tellement vrai, hein. Ça, c'est pas vraiment historique, hein, la grosse boule épique. Je vous explique pourquoi. Bon, vous voyez ce que c'est une pointe, hein. Une pointe, quand ça se plante dans le bois, ça reste planté, c'est le but d'une pointe. Donc imaginez que les pointes de notre fléau se plantent dans le bois d'un bouclier, du bouclier de notre ennemi qui est juste en face de nous. Eh ben oui, on va se retrouver très vite en difficulté, hein. C'est pourquoi, eh bien, le fléau n'était pas pourvu de grosses piques comme on peut le penser. Mais par contre, c'est vrai que vous pouvez trouver des boules, même plusieurs. Alors, arrive aussi, vers la fin du Moyen-Âge, eh bien, les chevaliers vont avoir de très grosses armures bien épaisses. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres parades pour pouvoir pénétrer leur protection. C'est ainsi qu'on va utiliser celle-ci, tout à fait, la masse d'armes. Et on pourrait être même encore plus précis. On pourrait appeler ça la massa ailette, à cause de ces petites parties métalliques que vous voyez autour. Hein. Alors la massa ailette, pour vous faire simple, c'est un ouvre-boîte. Alors oui, imaginons que face à nous, nous avons un chevalier en armure complète sur sa monture. Il paraît invincible hein, comme ça. Si on arrive à mettre un coup de massa ailette bien placé, on va pouvoir pénétrer à travers de ces couches de protection. Ça va peut-être lui briser quelques os au passage, surtout que ça va se coincer dedans. Et là, on va pouvoir tirer dessus et faire tomber notre chevalier de sa monture pour pouvoir continuer le combat à pied. Et alors ça fait des dégâts contre les chevaliers, mais imaginez les dégâts que ça peut faire contre cette fameuse piétaille qui parfois ne possède même pas de casque. Hein. Et oui, ah ben je pense qu'il n'y a plus de tête après, hein. C'est de la bouillie. Mais en tout cas, j'imagine que vous connaissez forcément l'arme emblématique du Moyen-Âge, celle que tous les chevaliers possèdent, celle des grenadiers. L'épée, tout à fait. Et l'épée, la voici. Alors, regardez, vous avez vu, c'est une petite épée, hein. Une épée qu'on appelle épée une main. Alors, cette arme est très pratique puisqu'en général, on l'utilise avec un bouclier dans l'autre. Il faut donc que celle-ci soit légère, équilibrée et surtout très fine. Parce qu'avec cette épée, on ne va pas trancher des armures. Par contre, on va pouvoir pénétrer au travers des couches de protection qui sont là où c'est le plus faible. Au niveau des aisselles, au niveau de l'aine, derrière les genoux. Et oui, les coups. Alors, vous voyez qu'elle est très légère et très maniable parce qu'on va surtout se mettre des coups d'estoc. Les coups d'estoc, c'est des coups pour planter. Mais en tout cas, elle reste assez modeste, puisqu'à côté de ça, vous allez trouver des épées encore plus impressionnantes. Mademoiselle, tenez, je vous confie cette épée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est lourde? Elle est un petit peu longue, c'est vrai. Elle fait 4,5 kg. Ça reste assez léger pour une épée de cette envergure. Hein. Alors celle-ci, elle va servir à donner des coups de taille, des coups pour couper. Et pour ça, il faut faire de très grands gestes. Alors, mets l'épée au-dessus de ta tête, bien au-dessus de ta tête, comme si tu voulais trancher en deux les personnes devant toi. Vous avez vu qu'elle brandit cette épée très haut? Et ça tombe bien parce que c'est le nom de celle-ci, ça s'appelle un brand, à cause de la position des bras qu'il faut faire pour la manipuler. Aujourd'hui, par exemple, on dit brandir une pancarte, en parlant de cette position. Vous avez déjà entendu ça? Brandir une pancarte? Eh ben voilà. Merci mademoiselle. Alors, quand on a une épée comme celle-ci, hein, c'est un gage de fierté, c'est un gage de richesse aussi. Puisque pour s'en acheter une comme ça, eh ben il faut débourser, hein. Et oui, seuls les grands chevaliers et les nobles peuvent s'offrir ce genre d'épée à cause de leur prix. Et d'ailleurs, parfois on leur donne un nom, parce qu'elles sont tellement emblématiques, que parfois elles deviennent même célèbres. J'imagine que vous connaissez forcément des épées célèbres. Excalibur, l'épée de... Ah, le roi Arthur. Durandal, l'épée de... Roland, vous avez déjà vu ça? Et Joyeuse, l'épée de Charlemagne. Vous savez à quoi elle servait, Joyeuse? Parce qu'elle a un très joli nom, hein. Eh bien, elle servait à couper des têtes. Maintenant, passons à une catégorie d'armes. Alors, vous avez peut-être entendu parler des armes de jet. Des armes de jet? Non. Eh bien, ce sont les armes qui servent à lancer des projectiles. En tout cas, nous, on va se concentrer sur une arme en favori des Français. L'arbalestrie, tout à fait. Alors, arme préférée des François. Hein. Alors, l'arbalète. Eh bien, il va falloir un autre nom.
Alors celle-ci, hein, est-ce qu'elle est lourde? Celle-ci, c'est une grosse mémère, hein. Elle fait 7 kilos. Et pourtant, c'était une petite arbalète de chasse. Et là, regarde, menace bien tout le monde avec, hein, comme ça. Vous vous souvenez bien du nom du projectile? Le carreau. Et donc, menace bien comme ça, ils vont tous se tenir à... Eh ouais, ça nous vient de là, cette expression. Mais rassurez-vous, on va pas vous envoyer un carreau, hein, parce que, regardez, vous avez vu, la corde n'est pas tendue, c'est pour ça qu'on va pas se risquer. Par contre, cette corde, savez-vous pourquoi elle était faite au Moyen-Âge? Exactement, en boyau, en herbe, en tendon de gros animaux. Et parfois, en chantier, j'en prends aussi ce qu'on a dans le château, hein. Par exemple, le chat. Et oui, donc si vous savez quoi faire de votre chat, eh bien, il faut une très bonne corde d'arbalète. Voilà. Celle-ci s'appelle Ninette. Ah, c'est pas mal. Alors, maintenant passons à l'équipement de nos chevaliers. Alors, vous savez que le Moyen-Âge est une très longue période, hein. Le Moyen-Âge a duré 1000 ans. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, eh bien là, l'équipement de chevalier va beaucoup évoluer. Au tout début du Moyen-Âge, on s'inspire de ce qu'ont fait les Romains. Ça vous parle les Romains? L'Antiquité. Voilà. Eh bien les Romains, ils nous ont légué ceci. La côte de maille, tout à fait. Eh bien la côte de maille, c'est un assemblage de plein de petits anneaux d'acier que l'on va forger entre eux. Regardez, on les relie entre eux. Imaginez le temps que ça prend pour forger tous ces petits anneaux un à un et pour les relier ensemble. Hein. C'est pourquoi l'équipement de notre chevalier ici va être réservé aux chevaliers à cause de son prix. Là, eh ben, il va nous falloir un solide chevalier. Hein. Un solide chevalier, monsieur. Monsieur, alors, je vais être l'écuyer d'un jour. Nous allons vous faire enfiler un équipement complet d'un soldat du XIe siècle. Hein. Ça se porte en toute occasion et par toute saison. On va commencer par le haut-vert. Avec l'armure. Alors, tendez les bras devant moi. Voilà. On va juste mettre les manches dans un premier temps. Voilà. Et là, vous allez tendre vos bras au-dessus de votre tête et se tirer sur place pour que ça glisse. Voilà. À ça, on rajoute le camail, la cagoule faite de maille. Hop là. Okay. Voilà. Il est pas bon notre chevalier? Alors, écoutez bien, comme le précédent, eh ben si, l'armure au début du Moyen-Âge, c'était juste ça. On avait un haubert. Le haubert, vous savez combien il pèse? 11 kilos. 11 kilos, et en plus de ça, tout le poids repose sur le dessus des épaules. Donc, autant dire que c'est lourd. On a rajouté le camail, la cagoule faite de maille, qui pèse 3 kilos. Donc, 3 plus 11. 14 kilos pour notre chevalier ici. Et pourtant, c'est un petit haubert hein, qui était fait pour être porté à cheval. Parce que les hauberts de piétons, eh ben, ils descendaient jusqu'aux chevilles et ils pesaient, il faudrait bien rajouter au moins 10 kilos de plus. Hein. Alors, sachez aussi que cette armure-là, eh bien, monsieur, est-ce que vous arrivez à bouger dedans? Ouais. Vous voyez, on n'est pas trop limité, hein. On peut faire vraiment des gestes comme on veut. Hein. En plus de ça, on va être protégé. Et je vous propose un truc, c'est qu'on lui coupe la tête. Non, c'est bon. Au revoir, Je vous crois. Vous avez vu que c'est un peu lourd. Hein. Bon, je peux faire comme ça toute la nuit. Hein. Eh oui, la côte de maille est pratique pour ça parce qu'elle protège du tranchant des épées. Le problème, eh ben, c'est qu'elle protège que du tranchant des épées. Elle ne protège pas des coups violents ou des coups des stocks pour planter. Et en plus de ça, il y a des projectiles qui sont très forts contre la côte de maille. Vous vous souvenez de son nom? Eh bien, c'est à cause de sa pointe. Une pyramide à base carrée. Et cette pyramide, quand elle va taper sur les mailles, eh bien ça va exploser la côte de maille et faire de gros dégâts sur celui qui la porte. Hein. Donc autant dire que cette côte de maille, elle est presque inutile. C'est pourquoi on va très vite l'améliorer. Alors on va enlever tout ça. Alors d'abord commençons par le camail, c'est le plus simple. Et maintenant le haubert. Donc pour ça vous allez vous tendre les bras comme ça devant vous, bien vous pencher. Et puis à mon signal, vous allez reparler.
Voilà. Eh ben, on peut l'applaudir. Alors, à partir du XIVe siècle, donc au milieu du Moyen-Âge, on va commencer à améliorer cette côte de maille en fixant des plaques de fer par-dessus. Donc, un assemblage de plaques de fer va nous donner une armure de plate. L'armure de plate. Et vous voyez où je veux en venir. Et donc là, je vais prendre une solide gaillarde, madame. Alors madame, avant, vous allez vêtir ce magnifique petit gilet. Votre ça, qui s'appelle le cornison. Et le cornison est fait pour protéger le chevalier de sa propre armure. Parce que les plaques de fer s'accrochent. Le temps pour moi de mettre alors, si elle devient vous me dites que j'essaierai trop fort, d'accord? Hop là. Voilà. Alors, regardez l'armure. Nous voici avec une armure de plate. Bon, on n'a pas tout mis, hein, parce que déjà, une vraie armure, ça fait une centaine de pièces, il faut 2 heures pour la mettre, et ça pèse 35 kilos. Par contre, là, on a mis quand même 4 pièces. Hein. Le plastron, la partie la plus épaisse, vous avez vu, hein, ça amortit bien les coups. La pensière pour protéger le bas du ventre, les tassettes pour les cuisses, et derrière, un plastron dorsal pour le dos. Alors, par contre, avec ça, madame, est-ce que vous avez là vous voir? Bougez un petit peu. Ouais. C'est pas comme la zone de balle. Ici, on est vraiment limité. Alors, par contre, ça va être pratique, ça va protéger de pas mal de coups. Hein. Le problème, c'est que sur la durée, vous allez vite fatiguer. C'est pourquoi les chevaliers préfèrent être sur leurs grands chevaux, sur de solides montures pour supporter le poids de l'armure et de l'homme. Hein. Alors, imaginez par contre que notre chevalier ici est sur sa monture, hein, et que par hasard, elle est désarçonnée, c'est-à-dire qu'elle tombe de cheval. Eh ben oui, là ça va être la catastrophe. Les plaques de fer vont se déformer et notre chevalier va être un peu comme une tortue. Il va avoir du mal à se lever. Alors imaginons qu'on est tous les ennemis de ce chevalier et qu'on le trouve sur le dos. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait lui faire? Alors, lui couper la tête. Qui c'est qui dit mieux? Ah ouais? La broyer? Mais vous êtes des barbares! Mais non, attendez, hey, on n'est pas des barbares au Moyen-Âge! Non, au Moyen-Âge! Alors non, vous avez tout faux! Alors écoutez, au Moyen-Âge, on va la faire prisonnière, tout à fait, parce qu'on va chercher à gagner une rançon. La rançon, c'est demander de l'argent à la famille de ce chevalier en échange de sa liberté. Donc, en plus de ça, eh bien, on va faire une pierre de coups puisqu'on va lui demander une solide somme en or et on va récupérer son armure. Et oui, c'est plus pratique que de la tuer. Par contre, c'est vrai, des fois, notre chevalier est suivi de très graves blessures. Et là, il faut mettre fin à ses souffrances, car on est chrétien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, on va utiliser ce genre de dague très effilée pour venir pénétrer au travers des protections de notre chevalier pour lui rendre gorge. On disait donc faire acte de miséricorde et c'est le nom de cette dague. Ça s'appelle la miséricorde. Alors, c'est la méthode de qui ça? Vous avez combien là pour la rançon? Parce que sinon on la met dans le fond de l'eau. Un milliard. 1 euro. Notre jeune ami tout à l'heure, c'est vrai qu'il nous manque l'équipement le plus important de l'armure. Hein. Le casque, tout à fait. Alors, le petit orange là. Mathis. Alors, Sir Mathis, venez par ici. Sir Mathis, vous allez porter ce magnifique casque qui porte le nom de Salade à Mésailles. Et vous voyez que c'est du sur-mesure, ça lui va comme un gant. Alors regardez bien,
regardez bien la forme du casque. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Eh oui, le casque des pompiers, c'est cette forme, elle est tellement évoluée pour l'époque qu'on continue à l'utiliser à notre époque. Regardez, pour le pompier, les projectiles vont rebondir. Pour notre chevalier, les flèches et carreaux d'arbalète vont être déviés, ainsi que le tranchant des épées. Et en plus de ça, regardez, on a une sorte de visière ici, qui va protéger l'avant du visage. Alors vous voyez par contre que là, t'arrives à voir quelque chose, Mathis? Ouais. Bon, imagine qu'en plus t'as un cheval et que ça bouge. Alors là, oui, ça va être problématique. Hein. C'est pourquoi notre chevalier va vraiment avoir du mal à mirer quelque chose. Mirer veut dire voir, et cela a donné le nom de ligne de mire, le champ de vision de notre chevalier. Sachez aussi que les chevaliers respectent en général des coutumes. Il y a un code. Et dans le code de la chevalerie, on ne doit jamais se battre si on n'a pas vu le visage de son adversaire. Donc pour ça, les combattants, avant de combattre en tournoi, ils vont lever leur visière avec la main droite. Et regardez ce que ça donne. Un geste qu'on connaît aujourd'hui, un petit peu modifié. Le salut militaire. Le salut militaire nous est tiré de cette période où on venait lever le mésaille. Merci Mathis, ça va, ça t'écrase pas trop la tête? Merci Mathis. Alors, les enfants, en parlant de salut, eh bien c'est l'heure pour moi de faire le mien. Mais avant de partir, écoutez bien parce que c'est important, vous allez passer dans ce couloir défoncé. Faites attention à vos chaussures, il y a des petites plaques debout, hein, il a bien plu. Et surtout faites très attention. Au bout du couloir, il y a une porte qui s'appelle la porte à Saumon. Et si la porte Saumon, c'est pas pour rien, c'est qu'elle fait 1,20 m. Donc surtout, baissez-vous bien si vous voulez pas avoir une très grosse bosse en souvenir de petits faux là. Bonne chance. Et donc on continue la visite. Hein, seulement pour ça, il n'y a rien à passer. Voilà. Et juste là, on avait des archers qui pouvaient... Il y avait des archers qui tiraient des flèches dans les petits trous. Et donc, ici, on va aller tirer à l'arbalète. Donc mon papa va vous montrer comment je tire à l'arbalète. Donc il va filmer avec ma tablette comment je tire à l'arbalète et à l'arc. Et donc vous allez voir comment je tire. Et je vous promets, je tire vraiment trop bien. Parce que on était déjà venu une fois ici, j'avais très bien tiré, donc vous êtes peut-être un peu surpris comme je vais tirer. Parce que j'ai l'habitude de tirer, donc j'ai un arc chez moi, donc c'est là. Et donc ici, je vais aller tirer à l'arbalète. Non, c'est pas ici, c'est... Je vais tout ça passer maintenant. Tout ça va passer. Tant pis, je vais bien attendre. Je vais bien attendre.